C'est l'heure du débat sur la première. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Ka Lawadala. Tout partait d'une bonne intention. En 2016, suite à un rapport de la Chambre régionale des comptes, Sobhadine Ibrahim Ramadani et sa majorité fraîchement élue initient une réorganisation des services du conseil départemental. Le mot d'ordre, moins de directeurs, plus d'efficacité. Après un audit, un nouvel organigramme est donc amorcé. Mais la révolution annoncée se transforme rapidement en révolte. Conséquence, la semaine dernière, 3 ans après les premières nominations, le président du département et plusieurs directeurs ayant bénéficié de cette réorganisation sont mis en examen. Ce soir, nous allons nous pencher sur la genèse de cette révolte inédite au conseil départemental. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à l'équipe Ramadani? Pourquoi des pratiques jusqu'à maintenant tolérées finissent aujourd'hui au tribunal? Enfin, quelles conséquences auront cette affaire, aussi ces pratiques dans la gestion du département? Pour en parler avec nous, Elanziz Amidou, vous êtes secrétaire général Force ouvrière, le syndicat majoritaire du conseil départemental. Bonsoir. Bonsoir. Et vous représentez aussi l'intersyndicale, j'imagine. Oui. Et en face, Zaidou Bamana, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi cette affaire de près. Oui, effectivement, en tant que journaliste, mais aussi en tant que citoyen. Voilà, merci en tout cas à vous deux d'être venus ce soir. Blackout sur le département, en tout cas depuis que cette affaire a été révélée au grand public. C'est le silence radio. Une consigne a été envoyée à tous les élus de la majorité. Interdiction de parler. Voilà pourquoi, malgré nos sollicitations, aucun représentant de la majorité n'est présent ce soir avec nous. Nous avons aussi sollicité des élus de l'opposition, des cadres, des agents du conseil départemental qui se disent victimes de ces pratiques. Ils nous ont parlé de leur souffrance au travail, de leur colère devant ce qu'ils vivent comme des injustices et qui se répètent à chaque mandature. Mais la peur est bien trop forte, peur de représailles, d'être mise au placard. Alors on préfère se taire et laisser faire. Alors, Zaidou Bamana, la stratégie du silence, est-ce que c'est la bonne pour ce type de démêler avec la justice? Absolument pas. Je crois que le président du conseil départemental a tout intérêt à expliquer sa politique. Il a un service de communication qui est très fourni, il y a un cabinet, il y a des administratifs qui ont la parole facile ou qui peuvent avoir l'autorisation de parler. En tous les cas, faire silence n'est pas une bonne politique. Et puis, en plus, on ne peut pas laisser simplement le procureur ou la justice communiquer sur une affaire comme celle-là, dans la mesure où il se pourrait que l'avocat du président ou des autres prévenus puisse amener d'autres informations au public. Il faut que les débats continuent, puisqu'il s'agit quand même du conseil départemental. C'est l'instance décisionnelle du territoire, c'est la représentation élective, même syndicale ou citoyenne, tout ce que vous voulez. Nous avons besoin de paroles des élus, de nos élus, et même des responsables administratifs, des corps constitués au sein du conseil départemental, c'est-à-dire les syndicats. Oui. Et donc ce silence me paraît très, très inquiétant. Elanziz Amidou, vous êtes là. Par contre, c'était assez compliqué de faire parler les autres syndicats. On a presque l'impression que chacun a un peu peur de venir dire oui, effectivement, nous sommes à l'origine de cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi même les syndicats ont l'air d'être un peu frileux sur cette affaire? Je ne pense pas qu'il y ait la frilosité, mais nous sommes bien organisés, vous le savez très bien. Vous l'avez dit vous-même, nous, Force ouvrière, nous sommes un syndicat majoritaire. Nous sommes aussi un syndicat libre et indépendant. Donc, nous n'avons pas peur des choses, parce que nous sommes là pour défendre les intérêts des salariés. Les autres syndicats qui se constituent en intersyndical avec nous, ils n'ont pas peur. Mais vous imaginez, si tout le monde peut parler et dire les choses sans se concerter, sans avoir une unité dans l'action syndicale, ça va être un peu du brouhaha. Vous serez la première à dire que, mais c'est quoi ce délire? Donc aujourd'hui, nous sommes organisés dans l'unité pour l'action syndicale. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je représente tous les autres. Et donc je suis là, je suis le porte-voix des autres. Et donc on ne peut pas en même temps me donner mandat pour parler et parler derrière. Vous imaginez très bien que
ça va me porter à faux devant ce que je dirais, et peut-être même qu'on va se contredire. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de la peur. Personne n'a peur, puisque les syndicats, leur vocation première, c'est de défendre les intérêts des salariés. Et le cas présent, c'est qu'on a des intérêts des salariés, on a aussi les intérêts des syndicats qui sont bafoués. On a des droits qui sont bafoués. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour en discuter, en débattre en toute sérénité. On va en parler justement, mais tout d'abord, revenons sur les faits. Aujourd'hui, si beaucoup préfèrent se taire, l'affaire en 2017, c'était le vent de révolte qui soufflait sur l'administration. Les syndicats montent au créneau. Regardez ce sujet de Daniel Abdou et Atoumani Simba, réalisé en mars 2017. Un vent de panique souffle au conseil départemental. L'intersyndicale tire la sonnette d'alarme sur le cap choisi par l'actuelle direction. Les syndicats contestent sur la rétrogradation de certains responsables de services et d'équipes ou certaines nominations jugées arbitraires. Face à une telle situation, seule option choisie, la voie judiciaire. Je pense que l'autorité judiciaire devrait rentrer en scène parce que entre partenaires, ici, on a du mal à avancer alors que les maladresses s'accumulent et mettent à mal le service public. Un service public miné par des conflits internes, les syndicats dénoncent le non-respect des règles. On a fait main basse sur les règles qui régissent la fonction publique, notamment les règles d'octroi des indemnités, les règles de distribution d'avantages. On ne comprend pas quel visage conviendrait-il d'avoir pour avoir des indemnités et quel autre visage pour ne pas en mériter. En 2014, le conseil départemental était condamné par le tribunal administratif à dédommager son personnel en conflit à hauteur d'1,4 million. Ce montant risque de quadrupler, voire quintupler. 170 personnes viennent de déposer un autre recours au tribunal. 170 recours devant le tribunal, des agents, des cadres. Zaïdou Bamana, est-ce qu'un tel scénario s'était déjà produit dans les mandatures précédentes? Non, jamais un tel scénario ne s'est produit. Je pense même qu'au niveau de Dom-Tom et de la métropole, on n'a jamais vu un conseil départemental aussi décapité. Le président du conseil départemental est poursuivi et 7 directeurs. C'est un cas de figure inédit au niveau de la République. Ça, c'est un point. L'autre cas de figure qui est complètement ubuesque, c'est que 175 personnes, agents de cette collectivité, portent plainte. Alors, on se demande, mais est-ce qu'il y a véritablement un patron dans la boîte? On se demande aussi, est-ce que finalement, les gens qui dirigent le conseil départemental ont conscience qu'ils ne peuvent pas diriger cela comme étant une entreprise personnelle ou familiale. Il y a des règles administratives et le syndicaliste Askandari le dit très bien, c'est que les règles administratives sont bafouées. D'une part, elles sont bafouées au niveau du recrutement, mais aussi au niveau de la rémunération. C'est très grave. Quand vous avez 175 personnes qui portent plainte, ça veut dire déjà qu'ils ne sont pas contents de leur hiérarchie, de leur manière de travailler, c'est qu'ils sont démotivés, ils sont discriminés, c'est très grave. Mais ce qui me paraît encore plus grave, c'est que l'administration, au lieu de régler le problème, de travailler avec les syndicats pour éviter justement l'humiliation d'un procès public, d'une enquête du tribunal, on dit « Allez-y, vous pouvez porter plainte si vous le souhaitez ». Un patron véritable, quelqu'un qui a l'autorité d'une institution comme le conseil départemental, dit stop. Il dit à ses services, à ses chefs de service, vous me réglez le bordel qui se passe avec un tel agent. Mais on ne dit pas à un agent, monsieur, si vous n'êtes pas content, partez ou portez plainte. Et ce qui me paraît encore plus délicat, c'est qu'il y a un service juridique au sein du conseil départemental, ou en tous les cas, qui doit faire la veille juridique. Or, tous les dossiers qui sont mis au tribunal par les
salariés du conseil départemental, 80%, c'est le chiffre qui avait été cité récemment, 86% des recours sont gagnés par ces salariés. El Aziz Hamidou, on entend bien ce que vous nous dites, Zaïdou. Pourtant, ce type de réorganisation, on y a droit quasiment à chaque mandature. On se rappelle sous l'ère Zaïdani, beaucoup avaient dénoncé l'arrivée de nombreux agents originaires de Pamandzi. Le STM, pour certains qui plaisantent dessus, serait devenu la capitale de l'abattoir sous l'ère Wali. Et j'en passe. Alors pourquoi cette fois-ci la pilule ne passe pas ? Écoutez, je dirais que ce système-là existait bien avant. C'est pas une surprise, hein, c'est-à-dire qu'on découvre pas ça comme ça, quoi. C'est pas par hasard. C'est un système méthodiquement organisé et systématisé, hein, au profit des élus, au profit de ceux qui sont au pouvoir, pour s'en mettre plein dans les poches et pour enrichir leurs proches, les amis, ceux qui les ont aidés politiquement parlant, et tout ça. Donc ce système-là, peut-être, par le passé, ça pouvait continuer comme ça. Mais aujourd'hui, on a une forte syndicalisation des agents. Les agents, aujourd'hui, sont amenés à se syndicaliser parce que... Et avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas tellement ça. Il y avait, chacun pour soi et on ne se parlait pas trop. Il n'y avait pas cet engouement-là à rechercher la vérité. Donc aujourd'hui, les syndicats se concertent entre eux, les syndicats sont en intersyndical, donc chose qu'avant c'était très difficile. Il y avait une forte rivalité qui faisait qu'on était dans la division. Et vous savez très bien que quand on règne, c'est diviser pour mieux régner. Donc c'était un peu ça le mot d'ordre. Mais aujourd'hui, personne n'est divisé, le personnel n'est pas divisé, les agents ne sont pas divisés sur la question de la gestion du conseil départemental. Donc c'est une machine qui était là pour continuer à martyriser et continuer à salir un peu l'image de Mayotte. Donc aujourd'hui, hein, ce système-là, tout le monde le dénonce. Mais n'est-ce pas aussi lié au fait qu'au moment des faits, pour une fois, on ne s'est pas attaqué aux plus faibles, c'est-à-dire aux cadres C, aux ceux qui ont des emplois précaires, mais là, c'était vraiment à des cadres A, c'est-à-dire des personnes à haute responsabilité, des personnes qui connaissent leurs droits. Ce n'est pas justement ça qui fait que ceux-là ont osé parler, ont osé porter plainte. D'ailleurs, oui. L'une des plaintes... Vous avez tout à fait raison. Je crois que ce qui change, ce n'est pas tellement le fait que le passé, ces pratiques existaient déjà. C'est beaucoup plus le fait qu'aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires ou des agents qui sont formés, qui ont de la compétence, qui ont fréquenté les universités, qui ont de l'expérience et qui connaissent leur boulot, leurs droits et leurs devoirs. C'est peut-être pour ça qu'on les écarte, d'ailleurs, pour mettre... C'est peut-être pour ça qu'on les écarte, mais c'est peut-être surtout pour ça qu'on arrive à cette situation de plainte devant le tribunal. Parce que vous vous imaginez bien que quelqu'un qui est discriminé sur l'embauche, ça touche l'ensemble de son parcours. Il a fait des sacrifices avec sa famille pour aller à l'école en métropole avec des difficultés énormes. Il réussit, il arrive sur son territoire. Il a envie de participer au développement de son île, aider sa famille ou tout ce que vous voulez. Et cette personne est discriminée pour des raisons soit politiques ou soit familiales. Ça n'est pas normal. Et ce qui me paraît important, c'est que ce sont des gens qui ont un projet professionnel, un projet de vie. Si le conseil départemental n'a pas compris que les méthodes du passé doivent rester dans le passé, ça veut dire tout simplement qu'il y a une suspicion d'organisation constituée et il y a une volonté véritablement d'utiliser les institutions à son profit personnel et pour son enrichissement personnel. C'est ça qui me paraît très grave. Alors aujourd'hui, la question demeure, qui a osé aller porter plainte? Parce que là, on entend dans le reportage près de 170 plaintes. Vous, au niveau des syndicats, vous avez porté plainte, El Aziz Hamidou? Non, mais dans la genèse des choses, c'est que l'organigramme a été présenté au comité technique. Donc les délégués, nous les syndicats, on a
émis un avis défavorable. Dire on était contre cet organigramme-là, pour les raisons citées, c'est que c'était un organigramme qui ne participait pas à la cohésion de tous, à la cohésion sociale, mais c'était plutôt un organigramme qui participait à la division, à la haine, inciter les agents à se haïr entre eux, à se détester. Parce que quoi? Parce que certains, peut-être, qui ne méritaient pas tel poste, on l'a mis par force là. Et d'autres qui le méritaient, on les a mis au placard. Donc ça participait à la division. Vous avez fait quoi alors comme signalement après, vu que vous n'étiez pas entendu? Nous, on a donné un avis défavorable. De cet avis défavorable, l'exécutif n'en a pas tenu compte. Il n'a pas cru bon de suivre nos recommandations. Il a continué à mettre en place son organigramme, tout simplement parce qu'on nous ignore et on nous méprise au niveau du conseil départemental. Il faut le dire, il n'y a jamais eu de dialogue social. Le dialogue social, c'est un vain mot au niveau du conseil départemental. C'est un exécutif qui est là pour régner et pour appliquer son programme. Même si son programme est illégal, on le fera en toute impunité. Là, vous voyez que c'est illégal, voilà. Vous faites quoi? Vous passez par le contrôle de légalité? Nous, ce qu'on a fait, c'est que nous ne participons pas à des réclamations, des contestations individuelles. Nous sommes pour l'action collective. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons rédigé plusieurs courriers officiels de l'intersyndical. Tous les syndicats l'ont paraphé, tous les syndicats l'ont signé. Et donc, ces courriers-là, il y en a 5 qui sont partis. Où ça? Au niveau du contrôle des légalités, parce que l'application des mesures qui sont dans l'organigramme passe au contrôle de légalité. Donc, vous imaginez, si nous ne sonnons pas la sonnette d'alarme et que nous ne communiquons pas avec le contrôle de légalité, nous nous rendons complices de ces genres de pratiques. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous ne sommes pas complices de ces manipulations-là. Nous ne sommes pas complices de ces pratiques-là. Donc, vous parlez de 5 courriers. Donc, le contrôle des légalités, les autres courriers sont arrivés. Nous avons mis à chaque fois, comme on n'avait pas de réponse et qu'on voyait, voilà, en contrôle des légalités, telle nomination ici, tel département ici, tel service là, tel truc, tout ça, ça passait en contrôle de légalité et que le contrôle de légalité pouvait suspendre ou même annuler ces décisions-là. Donc, aucune réaction. Donc, il n'y a pas eu de réaction et nous avons continué à écrire les courriers jusqu'à écrire 5 courriers pour justement dire à chaque fois que ce qui est en train de se faire est illégal parce que nous soupçonnons qu'il y a de la discrimination, il y a du favoritisme, que tel agent ou un groupe d'agents a été discriminé et c'est illégal. Il va falloir suspendre cette mesure-là et essayer de rentrer en concertation avec le conseil départemental pour trouver le juste milieu. Donc le conseil de légalité, le contrôle de légalité de la préfecture ne nous a répond pas répondu. Vous partez au tribunal et tous les courriers, il y avait copie à l'exécutif pour que l'exécutif sache, pour que le président du conseil départemental sache que nous soupçonnons qu'il y a des dérapages, que nous soupçonnons qu'il y a de favoritisme, que nous soupçonnons qu'il y a de la négligence dans la gestion des affaires du conseil départemental. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'exécutif, en la personne du président du conseil départemental, n'était pas au courant. Ni la préfecture. Ni la préfecture, vu que ces 5 courriers officiels des représentants du personnel et des syndicats, ces courriers-là disait ni plus ni moins que tout ce qui se fait aujourd'hui est illégal et qu'il faille suspendre ou annuler ces mesures-là. Alors, je tiens à préciser que justement, nous avons tenté d'avoir la réponse auprès du service de contrôle de légalité de la préfecture, savoir pourquoi il n'avait pas réagi à ces courriers. Le service n'a pas souhaité communiquer sur ce sujet. Du coup, la question demeure, qui a lancé vraiment la machine? Écoutons la réponse du procureur sur ce sujet. La semaine dernière, Camille Miansoni était interrogée par nos collègues de l'émission Place Publique. Écoutez. En 2016, après une réorganisation engagée par le département, avec la nouvelle majorité, un organigramme mis en place,
Et dès cet instant, il y a eu des réactions de la population, des réactions des personnes travaillant au sein de cette collectivité, et sont arrivés au parquet d'abord dès le mois de mai, le 10 mai 2016. Il y a un premier courrier qui est une plainte d'une personne qui, à l'évidence, est à l'intérieur du département, puisqu'elle joint à sa plainte un certain nombre de documents, plainte dans laquelle cette personne met en cause les modalités de recrutement. Il va même plus loin, ce qui me laisse penser qu'il s'agissait d'une personne bien renseignée, puisque cette personne invoque les conditions de création et de suppression d'emplois dans des termes qui laissent penser qu'il s'agissait d'une personne au cœur du système. Donc une première plainte en mai 2016, puis une seconde plainte le 18 juillet 2016, cette fois-ci émanant d'un représentant du personnel du département, portant des griefs sur le même sujet à propos de ces mêmes recrutements. Et donc c'est à partir de ces deux plaintes que votre prédécesseur, parce que vous n'étiez pas encore à Mayotte à ce moment-là, décide d'engager une poursuite. Très naturellement, puisque lorsque nous recevons un signalement ou une plainte, j'indique pour le deuxième courrier, il s'agissait d'un signalement sur le fondement de ce fameux article 40. L'article 40 du Code de procédure pénale impose à tout agent public qui a connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'un fait susceptible d'être qualifié d'infraction, d'en aviser le procureur de la République. C'est une obligation. C'est une obligation légale. Même s'il n'est pas en rapport direct avec les personnes qui ont commis Même s'il n'est pas en rapport direct, dès l'instant où dans l'exercice de ses fonctions, un agent public au sens large a connaissance de la commission potentielle d'une infraction, d'un fait susceptible de recevoir la qualification d'infraction, il est tenu d'en aviser le procureur de la République. Et c'est ce qui se passe le 18 juillet 2016, lorsque cet agent, ce représentant du personnel, il vise explicitement l'article 40 du Code de procédure pénale. Il dit, dans l'exercice de mes fonctions, j'ai eu connaissance de faits de telle nature dont il décrit factuellement, et il me semble que ces faits pourraient être qualifiés pénalement. D'accord. Et donc mon prédécesseur, sur la base de ces deux signalements, ouvre une enquête préliminaire qu'il confie à la section de recherche de la gendarmerie de Pamandzi. Voilà, vous venez d'entendre Camille Miansoni qui répond aux questions de Bruno Minas. Alors, si on récapitule, dans le sujet, on dit aux journalistes qu'il y a 170 plaintes, 170 recours, des personnes qui se disent lésées, victimes de discrimination. Mais là, le procureur nous parle de 2 signalements seulement qui lui sont parvenus. Pas de signalement de l'intersyndical, on nous parle d'un représentant syndical, mais pas d'intersyndical. Pas de réaction de la préfecture. Et selon les précisions du procureur, il faudra seulement attendre 2018 pour qu'il y ait un signalement de la Chambre régionale des comptes. C'est tout de même étonnant pour des personnes et des institutions qui réclament et sont censées œuvrer à la moralisation de la vie publique mahoraise. Elanziz Amidou, pour vous, une action collective est nécessaire pour protéger les salariés. Et là, on voit que ce sont des individus. Pourquoi ce n'était pas une action collective de l'intersyndicale? Mais justement, il faut connaître comment on introduit une action en justice. Au niveau du droit administratif, il faut une décision individuelle. Donc, si vous avez, je ne sais pas, M. Bamana est nommé directeur DGS, voilà, du conseil départemental. C'est un acte juridique. Donc, si j'ai envie, moi, de le contester, je peux le faire de façon individuelle. Mais pas passer par une plainte collective, par exemple. Une plainte collective, en fait, la collectivité des plaintes, ça n'existe pas. Il faut qu'on nomme bien les gens. Voilà. C'est qui porte plainte? Voilà, des personnes. Et après, nous, s'il y a des dommages, intérêts, ou si on a subi certains dommages, tout ça, on peut aller se joindre à ces actions-là. Mais on ne peut pas nous prétendre être lésés d'une quelque manière que ce soit sur une décision administrative. Cette décision administrative-là, ça peut concerner la personne, par exemple, qui a été évincée.
Oui. Hein. Donc il peut porter l'affaire devant la justice et contester parce qu'il a intérêt à agir. Il faut avoir intérêt à agir. Donc, du coup, si je comprends bien, vous avez des difficultés à convaincre des gens de porter plainte? Non, pas du tout. Vu le nombre de plaintes qui sont arrivées devant le procureur. Nous avons des adhérents de chez nous qui sont visés par justement ces discriminations-là. Donc nos adhérents, on a fait des assemblées générales, on a expliqué de bout en bout que la légalité des choses, c'est ça, mais pas ça et tout ça. Ils ont écouté. On a fait de la sensibilisation, on a écrit des courriers aux élus, c'est-à-dire au contrôle de l'égalité, copie aux élus pour leur dire que si vous ne faites rien, ça va déraper. Attention, il y a des gens qui sont au courant que vous faites des choses illégales. Alors pourquoi seulement 2 plaintes sur toutes ces personnes? Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous les syndicats, nous on a un rôle de médiateur. Notre rôle c'est la médiation, mettre vraiment les choses à plat et amener l'agent à se mettre d'accord avec son employeur. On a essayé de faire ça, mais ça a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de volonté politique d'engager un réel débat ou un réel dialogue social avec les syndicats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les affaires qui sont devant le procureur, nous, on aurait pu faire des signalements, faire tout ça. Nous, les syndicats, on n'a pas fait de signalement. On a écrit au contrôle de l'égalité, on a fait copie à l'exécutif, mais ce sont les agents, c'est-à-dire nos adhérents, qui étaient sensibilisés sur la question et qui étaient lésés et que la loi permet à ces agents-là de porter l'affaire en signalement, qui l'ont fait. Une réaction, Zaïdou? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les syndicats ont porté plainte. Les syndicats ont essayé d'engager un dialogue social, d'amorcer un dialogue social, bien compris, et on a échoué. Et cet échec-là a fait naître une affaire judiciaire. Zaïdou Bamana, pour vous, 2 plaintes, comment on expliquait ce chiffre quand on voit la somme de personnes qui se disent lésées dans cette affaire? Je crois qu'une seule aurait suffi. La première, par exemple, aurait suffi, mais peut-être que le juge d'instruction a jugé utile d'attendre la deuxième avec des éléments beaucoup plus étayés pour poursuivre. En tous les cas, pour poursuivre, il lui fallait quoi? Des indices concordants qui permettent... D'où l'intérêt d'avoir plusieurs plaintes, non? Voilà, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs plaintes. Mais en tout cas, une seule aurait suffi. D'après ce que je comprends là, c'est que la première plainte, c'est l'article 40, c'est-à-dire que c'est un agent du département qui aura porté plainte. Parce que pour que ce soit l'article 40, il faut que ce soit quelqu'un en fonction. Donc, c'est un agent du conseil départemental qui a porté plainte. Mais il y a eu dans cette affaire, je pense, un travail correct qui a été fait, aussi bien par les agents, les fonctionnaires du département, que par les syndicats. Parce que quand vous vous rendez compte la genèse au départ, dès le départ, il y a un problème d'organigramme. On dit au président du conseil départemental, ça ne va pas. D'ailleurs, ça ne va pas depuis l'époque de la décentralisation avec Seydou Mawali. Il y a toujours un souci avec l'organigramme. Et cette fois-ci, on lui dit quand même, je me souviens d'un article, d'un signalement déjà, on pourrait appeler ça un signalement, ou une alerte qui a été faite par un jeune en métropole sur les réseaux sociaux, qui disait, il y a un certain népotisme au conseil départemental, il a dénoncé un certain nombre d'embauches affinitaires, voire familiales, et ça a eu un impact terrible. C'est à partir de là que vous avez eu également le syndicat. Comme si personne ne le savait jusque-là. Voilà, qui avait d'autres intérêts à défendre. Parce qu'il y a des agents lésés. Ils sont lésés administrativement au niveau du poste, mais ils sont aussi lésés financièrement. Vous avez ces 175 plaintes qui ont été faites par des agents du conseil départemental. C'était peut-être des plaintes au niveau administratif, parce qu'ils ont été lésés dans leur métier. Ou financièrement. On comprend que jusqu'à maintenant, personne n'ait eu intérêt à aller au pénal ou au correctionnel. Là, nous sommes dans le correctionnel ou le pénal, l'article 40. Cette genèse me fait dire que finalement, tout le monde a bien fait son travail, y compris la justice, pour une simple raison, je n'ai pas pour habitude je les critique d'habitude,
Mais cette fois-ci, j'ai le sentiment qu'ils ont tenu compte de ce que le citoyen a dit, de ce que le syndicat a montré avec preuve peut-être à l'appui. Et puis en plus de ça, ils ont pris le temps de la 3 recherche. ans, c'est quand même pas un peu... 3 ans. Ça fait beaucoup, mais généralement, la justice, c'est une vieille dame, hein, elle marche toujours comme ça. Mais en tous les cas, ça fait 2 ans que l'enquête est en cours, et puis le juge d'instruction a jugé que c'était bon maintenant. Alors, parlons un peu de cet organigramme. À la restructuration de 2016, on avait des postes de DGA qui ont été réduits. De 9, ils sont passés à 5. Les 36 directeurs sont passés à 28. Les directeurs adjoints passent de 21 à 5. Et évidemment, tous ces directeurs évincés, il faut les mettre quelque part. Résultat, les postes de chargés de mission, c'est un peu les placards au conseil départemental, qui étaient 61, passent à 87. 19 directeurs ou directeurs adjoints dont les emplois ont été supprimés deviennent chargés de mission sans perte de rémunération malgré tout, ce qui entraîne beaucoup de frustration. Le rapport de la Chambre régionale des comptes à l'époque revient sur cette réorganisation et parle de suppression d'emplois entachés d'excès de pouvoir, de détournement de procédures pour évincer des agents, de postes à responsabilité occupés sans que les titulaires ne disposent des compétences ou des expériences requises. Évidemment, les diplômes ne font pas tout, mais comment se passe la nomination de ces cadres? Il existe bien des critères précis, Lanziz Hamidou. Qui choisit et sur quels critères Mais bien entendu, il va falloir, pour chaque poste, ce sont des cadres A ou cadres C. Donc ces postes-là, c'est bien défini. On sait le référentiel, on sait le niveau de diplôme, on sait tout ça. Mais ce qui nous étonne, nous, c'est qu'on a du potentiel au niveau du conseil départemental. On a plus de 3000 agents. On a beaucoup de personnes qui sont de cadre A. Donc, dans tout ça, on arrive à trouver la solution d'aller rechercher le recrutement à l'extérieur. Ça, c'est pas forcément une faute. Non, c'est pas une faute, mais on continue à un peu attiser la tension. Parce que ceux qui sont à l'intérieur et qui font l'affaire et qui ont les diplômes et qui sont compétents et qui voient comme ça, on va rechercher dehors la compétence qu'on a à l'intérieur, d'autant plus que la Cour de compte nous dit qu'il va falloir réduire l'effectif parce qu'il y a trop de personnes embauchées au niveau du conseil Justement, c'est ça qui est étonnant. La Cour des comptes dit qu'il faut réduire, notamment les catégories C qui sont trop nombreuses par rapport... et on va couper au sein des têtes, c'est-à-dire les catégories A, là où il y avait justement le plus de besoins. On ne comprend pas justement. Moi, je pense que ce n'est pas tellement le fait d'avoir réduit les directions. Et ça n'a pas été vraiment fait d'ailleurs. Voilà. Les effectifs sont toujours tellement... là. C'est juste qu'ils ont supprimé les postes. Voilà. Ce n'est pas tellement ça. Ce n'est pas tellement la suppression des postes où on passe de 10 à 5 et tout ça. C'est la manière de le faire, d'installer ces 5 directeurs. C'est la manière. Est-ce que ces 5 directeurs-là, ils font l'affaire, oui ou non? Est-ce que ces 5 directeurs-là font partie du référentiel, oui ou non? Donc, toutes ces questions-là, quand un agent se le pose et la réponse est non, non, non et non, ben, il a tendance à croire que c'est un système bien rodé pour favoriser les amis et la famille. Donc, c'est ce sentiment-là. Quand on a ce sentiment-là et qu'on est agent du conseil départemental, ça ne favorise pas la paix sociale. Et quand on est un élu du conseil départemental, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Oui, Zaïdou. Oui, je voudrais rajouter quand même quelque chose d'intéressant, c'est que dans cette affaire, en matière de recrutement, surtout dans l'administration, dans les collectivités locales, il y a des règles. Il y a la loi, il y a la réglementation et il y a des principes. Et dans le cas présent, ni la loi n'a été respectée, on a bafoué la réglementation, comme disait le syndicaliste, un scandale. Et puis en plus de ça, les principes, il n'y en a plus. On s'assoit dessus. C'est ça qui me paraît dangereux. Quand vous recrutez quelqu'un sur le fiche de poste ou la création de poste, il est défini des critères bien précis. Madame, je vais vous recruter, mais à la condition que vous soyez à tel niveau d'études, avec tel diplôme, telle expérience, etc. C'est ça le principal sujet. C'est valable aussi pour tout, les subventions, les appels d'offres. C'est ça le principal sujet. Or,
le problème, c'est qu'on détourne ces procédures. C'est-à-dire que le président du conseil départemental qui recrute est responsable du recrutement. Mais est-ce que c'est lui qui recrute? Parce que je comprends que c'était une commission, non? Est-ce qu'il est forcément là quand... Même si ça n'est pas une commission, ça peut être un directeur de service qui fait le job. Mais la responsabilité incombe au président du conseil départemental. Une responsabilité administrative. C'est une responsabilité administrative et une responsabilité personnelle et pénale s'il le faut. Puisque là, nous sommes aussi en correctionnel ou au pénal. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de simple qu'il faut retenir. Pour un emploi de ce niveau, au niveau de la direction des services du conseil départemental, on vous dit il faut mettre les gens en concurrence. Et quand il y a concurrence, pour embaucher quelqu'un, il faut deux principes, au moins le principe d'égalité et d'équité. Si vous lancez une procédure avec une fiche de poste pour un recrutement, ça veut dire que vous ouvrez le champ des possibles. Hein? Vous mettez les gens en concurrence et vous choisissez la personne qui correspond aux critères. Mais vous n'allez pas embaucher, vous n'allez pas engager toute une procédure pour embaucher une personne que vous avez choisie dans votre famille, etc. Donc, le président du conseil général lance une procédure et ne respecte pas la procédure. Il y a quand même une sorte de malhonnêteté dans la façon de faire qui est déjà condamnable. Pour l'instant, c'est à voir. Vu que l'enquête est encore en cours, on cherche encore à savoir. Je n'ai pas dit que monsieur vraiment... a été condamné. Je parle de la procédure tant qu'elle a été engagée. Oui. Donc, il y a une façon de faire qui ne correspond ni à la loi ni à la réglementation. Il faut que ça stoppe. On ne peut pas continuer avec des traditions éculées, avec des embauches tribales, claniques, politiciens et tout ça. Ça ne permet pas à la collectivité de fonctionner correctement. Vous avez également, ce qui me paraît très grave, les signalements de la Chambre régionale des comptes. Elle l'a fait au niveau de la départementalisation. Il y avait un chapitre entier consacré à la partie du personnel, etc. Mais vous avez un autre document bien précis, spécifiquement attribué à l'embauche au niveau du conseil départemental. Organigramme, oui. Voilà. Notamment. Donc, tous ces signalements faits par des élèves qui ont des problèmes, eux, là-bas, qui n'étaient pas bien payés pour leur bourse. Ceux qui sont ici, qui sont mis au placard ou qui sont dégagés pour cause de favoritisme, vous avez le signalement du syndicat, vous avez le signalement de la Cour régionale de comptes, et malgré tout, on continue de faire n'importe quoi, on marche sur la tête, on fait comme on le souhaite. Et bien finalement, ça aboutit à cette procédure, et je trouve que c'est tout à fait normal que pour une fois, on mette le haut là. Alors justement, quelles infractions ont été commises? Alors que reproche-t-on exactement à ces personnes qui sont mises en examen? Des chefs d'accusation que le procureur est venu expliquer en personne et expliquer notamment les termes juridiques. On l'écoute. Il est interrogé une nouvelle fois par Bruno Minas et Sitida aussi. Lorsqu'on a une autorité sur des décisions qui concernent une entreprise, au sens large, donc une entreprise, une opération, une activité, une mission, un marché, dans lequel on peut avoir un intérêt personnel, on peut être poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Et une précision complémentaire, l'intérêt dont il s'agit ici, au terme de la loi, c'est pas seulement un intérêt financier. C'est-à-dire que même s'il n'a pas touché un sou dans cette histoire... Même s'il n'a pas touché un seul sou, le fait de potentiellement avoir un intérêt qui peut être politique, qui peut être familial, qui peut être amical, qui peut être sentimental, qui peut être simplement moral, on peut être poursuivi et condamné pour prise illégale d'intérêt. Pour dire les choses simplement, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge que la loi fixe à l'égard des décideurs publics. Vous ne pouvez pas être des deux côtés. Lorsque vous prenez des décisions qui profitent, qui ouvrent un intérêt, on ne peut pas être celui qui décide et celui qui, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, peut tirer profit de la décision que l'on prend. C'est une mesure de salubrité, en réalité, si on y réfléchit bien.
Ça protège le décideur public. C'est-à-dire que lorsque vous avez à prendre une décision et que vous savez, parce qu'il faut être au courant, sinon l'infraction n'existe pas, que vous savez qu'il y a un proche, un membre de sa famille, ou soi-même, qui va bénéficier de la décision que l'on signe. Il ne faut pas s'en occuper. Il ne faut pas être impliqué, il faut s'abstenir de prendre part à cette décision, voire même simplement au débat, lorsqu'on est dans une assemblée délibérative, ou simplement on doit donner un avis sur une décision qui doit venir. C'est une mesure de salubrité et au-delà, c'est une façon de dire, il ne peut pas y avoir de suspicion dans les décisions publiques. On doit créditer les décideurs publics d'une impartialité lorsqu'ils prennent des décisions. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Lorsque l'on bénéficie d'un avantage, de ressources, de biens qui sont issus d'un fait que l'on sait pas conforme aux règles, lorsqu'on est bénéficiaire d'un recrutement, pour reprendre votre exemple, tout en toute connaissance de cause, tout en sachant que celui qui décide parce qu'il y a un lien, parce qu'il y a un intérêt par rapport à ma personne, lorsque sciemment on bénéficie du fruit d'un acte délictueux, on est passible de poursuite pour recel. Que ces situations qu'on découvre ici se passent ailleurs, c'est une évidence. Deux choses. Il faut d'abord que les décideurs publics prennent acte pour aujourd'hui et pour l'avenir d'un changement. Ce n'est pas tous, il ne faut pas faire de l'amalgame. On n'a pas tous les élus, tous les décideurs publics. Tous pourris, pas du tout. Il faut être extrêmement précis. On parle, nous, des dossiers précis. Hein. Je ne parle que de cela. Il faut d'abord que ces décideurs publics prennent acte de cette politique pénale qui va se poursuivre et peut-être même s'accentuer. Le changement, c'est maintenant, nous dit Camille Mianceni, le procureur de la République. El Aziz Hamidou, en préparant cette émission, j'ai pu entendre le témoignage de cadres, d'agents du conseil départemental. Et ce qui en ressort, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'impression que ce sont les bonnes personnes qui ont été incriminées, mises en examen dans cette affaire, parce qu'on parle d'un système mafieux qui vise à écarter toute personne susceptible de dénoncer des irrégularités. On les éloignerait des postes stratégiques, justement pour permettre de s'entourer de proches qui n'iraient pas dénoncer, etc. Et en me disant ça, il m'explique que c'est quelque chose qui existe, c'est un noyau qui est là depuis plusieurs mandatures, et qu'au final, ils ont l'impression qu'on passe un peu à côté du vrai problème. Est-ce que vous avez remarqué ce souci-là au sein du département ? Écoutez, moi, je ne peux pas tellement préjuger de ce qui se passe dans la phase pénale engagée par le procureur. Donc, je ne peux pas, moi, me déterminer, dire que c'est telle ou telle personne qui est coupable ou pas, ou même citer des noms. Ici, je n'ai pas le droit de le faire parce qu'il y a le secret de l'instruction. Non, sans aller dans les noms. Voilà. Donc, mais plutôt ce système-là qui existe depuis très longtemps. Moi, ce que je peux constater, c'est qu'à chaque mandature, il y a des postes qui sont considérés comme des postes politiques auxquels les conseillers départementaux peuvent recruter qui ils veulent. C'est le cabinet. Voilà, il y a le cabinet, il y a même chaque élu a au moins un ou deux recrutements qu'il peut faire. Voilà. Donc, dans cette tradition-là, ils ont perdu en vue, justement, qu'il va falloir éviter les conflits d'intérêts. Donc, on n'a pas le droit de recruter sa famille et ses amis. Donc, ce sont des postes qu'on doit les pourvoir dans la pure légalité, c'est-à-dire en favorisant la justice sociale et l'égalité aussi sociale. Donc, on doit permettre à tout un chacun de pouvoir être recruté par ce biais-là. Mais ça n'a jamais été le cas. On recrute ses amis et sa famille. Donc, ce système-là a perduré pendant longtemps. Personne n'a décrié tout ça, personne n'a signalé tout ça, mais
C'est jusqu'au jour où... On a touché aux emplois. Non, pas ça. C'est jusqu'au jour où on a tout chamboulé, l'architecture. Donc, justement, l'architecture oui. des embauches a été chamboulée, les règles chamboulées, le règlement, tout est chamboulé. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus de repères. Et donc, vous savez très bien, quand il n'y a plus de repères, les gens se perdent. Donc, les gens se sont perdus. Et dans cette recherche de soi, on a touché vraiment le fond du problème. Voilà. Zaïdou, et s'agissant de l'État et du procureur et tout ça, la politique pénale, cette idée-là, elle vient justement de nous, les syndicats. En 2018, quand on a eu la grève générale, on a obligé l'État à attaquer les choses de front et aussi à favoriser une transparence. Une demande que vous avez faite à la ministre de l'Outre-mer à l'époque. Voilà, une transparence dans la gestion des affaires du département et des affaires en général de toutes les collectivités publiques, de l'argent public. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est grâce à nous, le monde syndical, c'est nous qui avons déclenché... le mouvement de 2018. C'est nous qui avons dit à l'État de faire son boulot. On ne lui a pas dit d'aller mettre en prison les gens et tout ça. Non, mais d'éviter à ce qu'il y ait des comportements à la limite de l'illégalité. Donc aujourd'hui, quand le procureur explique qu'on a changé de politique et tout ça, ils étaient forcés de changer la politique parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un département. Et quand on est dans un département, on a besoin de voir que l'État ne se désengage pas, mais l'État s'occupe des citoyens en évitant la gabegie, le gaspillage et tout ça, et en favorisant le développement économique et social. Zaïdou Bamana, aujourd'hui, je peux dire oui. que sur le point de poursuivre au niveau du pénal, c'est en cours, mais au niveau du développement économique et social, on n'est pas dans les comptes. L'État continue à se désengager sur ce point-là. On a bien compris, mais là, c'est un autre sujet. Zaïdou Bamana, bientôt les élections approchent, les élections européennes, les élections municipales. Cette nouvelle affaire, on se rappelle qu'il y a eu celle de la mairie de Mamoudzou, sonne un peu comme un coup de semonce. Est-ce qu'il faut s'attendre à un grand ménage de la part des politiques pour les prochaines élections Oui. On ne recrutera peut-être plus comme avant, non ? En tous les cas, ça tombe très mal pour les politiques et les partis politiques qui sont au pouvoir. J'ai eu pas mal de gens qui ont dit, effectivement, c'est une mascarade, la justice est politisée, Macron, le président de la République, arrive au mois de juin, donc LRM est en train de pousser la justice à chambouler toutes les perspectives politiques en vue des élections futures, parce qu'il souhaite... être présent au niveau des municipales et des élections cantonales. En réalité, on voit bien que c'est faux, puisque la procédure est engagée depuis 2 ans en arrière. Donc, cette partie politique, est-ce qu'il y aura des conséquences ? Forcément, il y en aura. Mais il faut quand même préciser un certain nombre de choses. La faute ici n'est pas la faute des agents qui sont embauchés. Nos agents administratifs, nos fonctionnaires locaux, départementaux, quoi qu'on veuille bien dire, sont mieux formés, ils sont valeureux. Le problème peut-être, c'est que nos dirigeants politiques sont, eux, de plus en plus peut-être véreux, puisqu'ils sont tout le temps poursuivis pour des choses qui ça ne tient qu'à vous de dire. Écoutez, c'est très simple. Ça n'engage que vous. C'est très simple. Nous avons connaissance de ce qui se passait dans les départements d'outre-mer. L'exemple des Antilles et de la Réunion également, avec plein d'élus qui ont été balayés par la justice pour cause principalement de décentralisation. C'est ce qu'on disait. Mais lorsque la décentralisation a été mise en place ici en 2004, qu'est-ce qui se disait déjà ? La justice disait, nous avons peut-être une période de 2 ans pour faire de la pédagogie. Rappelez-vous, un président du tribunal supérieur, Jean-Baptiste Fleury, pour ne pas le nommer, un amoureux de Mayotte, qui disait, finalement, la décentralisation arrive, Mayotte n'est pas prête, prenons le temps de la pédagogie. Mais maintenant, 2004-2019, il y a quand même 15 ans. Il y a des choses qui ont été faites pendant la mandature de Saïd Bobawali, par exemple.
Nous savons quelles étaient les embauches politiques ou politiciens. Il a été condamné d'ailleurs, Seyd Omar Wali, c'était concernant ce journal. Il a été condamné, mais ça n'était pas un délit de prise d'intérêt. C'était sur des subventions, sur un journal... Sur les subventions, on parlait beaucoup plus de gestion de fait. Mais ça, le procureur l'a dit. Le journal Mawana, la personne qui était gérante de cette affaire-là, c'était la femme de... Encore des histoires familiales, finalement. Voilà. On tombe toujours sur les mêmes problèmes. Mais c'est ce que le procureur dit, c'est une procédure qui a cours un peu partout. Si le journal aurait très bien pu avoir cette subvention, mais le problème, c'est que la personne incriminée ne devait pas participer au vote, à la décision. Mais nous savons qu'un parti politique comme NEMA, par exemple, a fait son recrutement par le recrutement et l'embauche des personnes au conseil départemental. C'est donc utiliser le corps administratif des collectivités pour rajouter à la clientèle du parti. C'est ce clientélisme, et puis qui amène ce favoritisme, etc., etc. Il était temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de poursuivre des gens, mais gardons quand même à l'esprit une chose essentielle. C'est que nous avons des gens qui ont conscience que c'est leur poste, c'est leur carrière, c'est leur projet professionnel administratif qui est mis en cause. Ce sont des gens qui sont très bien formés, qui ont connaissance de la réglementation, etc. Donc c'est très bien que cette affaire se passe maintenant. Et il n'y a pas que l'article 40 que cite le procureur. Il y a aussi le statut du fonctionnaire. Maintenant, les cadres le savent. Il y a une affaire de probité, quand on parle d'équité, d'égalité, tout ça, ils le savent. Donc, les politiques ne peuvent pas faire n'importe quoi avec ces administratifs. Il y a une précision. Vous avez posé la question, comment ça se recrute lorsqu'on change de majorité? Il est normal que l'administration bouge. Mais ce n'est pas toute l'administration. On ne va pas chambouler tous les cadres B ou C ou A. Oui, à chaque élection. Ça n'est pas logique. Il faut qu'il y ait une continuité de l'administration, il faut qu'il y ait un historique, une mémoire. Le problème se pose au niveau des postes fonctionnels. C'est-à-dire que le DGS ou les gens du cabinet peuvent sauter. Parce que le président a besoin d'avoir confiance en des gens qui sont proches de lui pour mener sa politique. Mais ça, ce sont des postes restreints, postes fonctionnels et postes, par ailleurs, techniques. On ne va pas chambouler les postes techniques parce que on veut faire plaisir à sa femme. Oui, mais là, c'était suite à une recommandation de ce fameux rapport de la Chambre régionale des comptes. Il fallait resserrer un peu les instances décisionnelles. Donc, finalement, il a suivi ce que... Enfin, il a suivi sans suivre. On lui avait demandé de réduire. Il a réduit, mais en réalité, il a créé d'autres postes. Il a créé d'autres administrations. C'est complètement aberrant. En fait, il n'a rien fait. Il n'a pas suivi les recommandations de la Cour des comptes, sinon on n'en arriverait pas là. Mais c'est important parce que c'est dans le sujet. Quand on parle des postes fonctionnels, cabinets ou certains postes au niveau de DGS, ça peut sauter, ça n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de recruter des gens qui ont le profil, qui correspondent aux critères et qui ont la compétence. C'est ça le sujet. On ne peut pas non plus bouger les postes techniques, parce que ça, c'est le terrain, pour des questions politiciens ou familiaux. C'est aberrant. Ce qui est important, parce que c'est un exemple... rapidement. Oui, c'est un exemple très précis. Pourquoi le président du Conseil général irait embaucher une jeune femme ou un jeune homme qui a un profil de biologiste et lui demander d'aller occuper un poste technique qui n'a rien à voir à la biologie ou un poste administratif? C'est aberrant. Ça veut dire que cette personne qui aura le poste sera finalement inefficace parce que ça n'est pas sa spécialité. D'ailleurs, il y a eu une réorganisation un peu plus tard, suite à des problèmes. Donc, il faut être raisonnable soi-même. Quand on est président du Conseil général, on doit se dire, mais ce que je fais ne correspond à rien du tout. Je ne vais pas demander à un pêcheur d'aller me cultiver ma banane. Ça ne va pas.
Alors, l'émission s'approche de la fin. Elanzi Amidou, juste pour dire, pour ouvrir un peu le sujet, vous parliez tout à l'heure des conséquences économiques et sociales de ce type de recrutement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des administrations avec ces mêmes problèmes où on a des agents qui ont été mis sur la touche, d'une certaine manière, dont le seul objectif, c'est de venger, de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui arrivent, qui n'ont pas forcément les compétences. Donc, entre ceux qui ne sont pas compétents et ceux qui sont compétents et qui sont là juste pour mettre des bâtons dans les roues, finalement, on n'avance plus dans beaucoup d'administrations. C'est peut-être ça qui explique les problèmes, non, de Mayotte? Mais écoutez, moi, je me prononcerai en tant que secrétaire général de mon organisation syndicale Force ouvrière. Donc, nous adhérons aux valeurs de la République, ces mêmes valeurs d'égalité et de justice sociale. C'est la raison pour laquelle nous nous intéressons au sort réservé aux agents du conseil départemental qui, rappelons-le, ils sont en train de subir les hésitations de politique un peu utopiques des élus. Donc aujourd'hui, les dysfonctionnements au niveau de tous les services, les dysfonctionnements sont légion. Que ce soit le service du patrimoine, que ce soit les services administratifs, le STM, j'en passe et des meilleurs, les dysfonctionnements, c'est quasi quotidien. Il n'y a pas un bon fonctionnement, il n'y a pas une bonne gestion du conseil départemental. Comment pouvez-vous dire les choses de façon concrète, hein, et avoir de l'espoir, hein, quand le dialogue social n'existe pas? Et signe même avant-coureur comme quoi le dialogue social n'existe pas, c'est que hier, le STM, c'est-à-dire le service des transports maritimes, nos sections syndicales, dire la section Force ouvrière, a déposé un préavis de grève. Un problème supplémentaire. Ce n'est pas supplémentaire, ce sont des problèmes récurrents qu'on n'a pas pu, par le passé, résoudre. Donc, on n'a pas trouvé de solution. Donc, aujourd'hui, comme chaque année, hein, on a fait le préavis parce que le dialogue social n'existe pas. Donc, il n'y a pas que le STM, il y a aussi le service du patrimoine aussi qui va enchaîner. Il y a tous les autres qui vont enchaîner. Donc, aujourd'hui, le conseil départemental est dans une situation de crise. Et cette crise-là doit trouver une solution qui passe nécessairement par le dialogue social. En tout cas, nous, en Force ouvrière, nous tenons à lancer le message comme quoi nous allons résister. Il n'en est pas question de laisser faire les choses comme ça. Nous allons résister. Socialement parlant, nous allons revendiquer et reconquérir nos droits. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, c'est qu'avec toutes ces bêtises qui sont faites par les élus, nous avons perdu, nous, les agents du conseil départemental, nous avons complètement perdu nos droits. Donc, pour les reconquérir, nous allons résister et nous allons revendiquer. Et ce droit-là, je pense que personne ne peut nous enlever parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'être dans un département, nous sommes fiers aussi de vivre dans la République. Nous voulons ni plus ni moins, plus de République. Alors, nous allons conclure. Zaïdou, je vous laisse un peu nous dire par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir pour ces prochaines élections. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il va y avoir une réorganisation d'ici les prochaines élections? Comment va fonctionner ce département avec une épée de Damoclès en quelque sorte parce que bon, cette affaire risque de prendre plusieurs mois avant d'être réglée. Oui, effectivement, peut-être que ça se réglera, on aura déjà voté. Il n'y aura pas, à mon sens, un impact déterminant pour les prochaines élections. Parce que ce sont des administratifs qui sont poursuivis. C'est le président du conseil départemental qui a un souci à se faire s'il veut se faire réélire. Et les autres élus sont aussi frileux sur cette affaire. Ils sont pas sereins, en tout cas. Ils n'ont pas intérêt à être frileux puisque ça ne les concerne pas. En tous les cas, ils ont maintenant un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas, contrairement à d'autres. Oui, celui-ci savait, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Hein? Mais il y a quand même quelque chose qui me paraît important, et il faut le signaler ici. Cette affaire ne doit pas être une montagne qui doit accoucher d'une souris. Parce que si c'est comme ça, c'est une perte de temps pour rien. On est en train de chambouler toute l'organisation du conseil départemental qui est pratiquement décapitée parce qu'il n'y a plus d'administration.
et ça me semble grave. Il y a quelque chose qu'il faut rappeler ici dans la Genèse. Lorsque la justice a décidé qu'il fallait lancer des procédures au niveau des administrations du conseil départemental et des communes, rappelez-vous que c'était une conférence de presse. Et dans la conférence de presse, vous aviez le procureur de la République, les juges, les magistrats et le préfet. Là, ça me pose un grand souci. Pourquoi est-ce qu'on attaque le conseil départemental, les communes, et qu'on n'attaque pas les administrations de la préfecture, les administrations déconcentrées de l'État pour un certain nombre de faits qui mériteraient de passer au tribunal. Généralement, quand ça se passe là-bas, on dit aux gens, vous partez, vol bleu, et on n'en parle plus. Est-ce que vous avez eu un seul délit au niveau de l'administration? Personne ne porte plainte. Ben voilà, ce qui me paraît tout à fait dangereux. Quand le préfet est à côté du procureur de la République pour annoncer que ça va être chaud pour les élus, je pense qu'il faut faire très attention. Il y a une deuxième chose qui me paraît intéressante. Le procureur de la République dit « cette affaire est très dangereuse pour l'économie mahoraise. Les conséquences sont désastreuses. » Je pense qu'il exagère un peu. Et on saura qu'il exagère si cette affaire se finit par un non-lieu. Ce qui me semble, moi, le plus dangereux pour l'économie mahoraise, et pour la société de manière générale, ce sont les problèmes relatifs au marché public, qui concernent aussi bien des administratifs, des élus, c'est pour ça que certains disent que ce n'est pas forcément les bonnes personnes qui sont aujourd'hui mises dans l'examen. C'est ça, parce que quand vous parlez de... Il y a beaucoup de détournements, mais ils sont pas détournement de fonds publics, quand vous parlez de distorsion de concurrence, quand vous parlez de fausses factures, là, ce sont des sommes qui sont énormes. Je n'excuse pas ce qui s'est fait au niveau du conseil départemental, mais je dis il y a bien d'autres choses qui doivent être regardées. Merci. On va bientôt terminer parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. El Aziz Hamidou, je vous laisse dire un petit mot. Bon, évidemment, nous, on regrette encore une nouvelle fois l'absence des élus du conseil départemental qui ont refusé de répondre à nos sollicitations. Mais on a tout de même le représentant syndical qui est là pour défendre au moins la position des salariés, n'est-ce pas? Tout à fait. Moi, je voulais juste rappeler que nous, Force ouvrière et les syndicats qui se sont constitués en intersyndical, nous n'allons pas baisser la garde. Donc, on continue à faire notre travail pour représenter au mieux les intérêts des agents du conseil départemental. Mais ce qu'on regrette, c'est que les élus n'ont pas pris la mesure et l'importance des événements. Et depuis qu'il y a eu le début de cette crise, on n'a pas vu tellement d'interventions ou même de réunions des partenaires sociaux pour venir amorcer un semblant de solution pour que le conseil départemental reprenne des activités normales. Parce qu'aujourd'hui, si on ne favorise pas le dialogue social, on va continuer comme ça à avoir des agents qui sont frustrés, des agents qui n'ont qu'une envie de faire la grève et de partir du conseil départemental parce qu'il ne fait pas bon y vivre, parce que les conditions de vie ne sont pas meilleures, les conditions de travail sont nulles, les conditions de recrutement, n'en parlons plus. Donc il y a beaucoup de services qui sont en souffrance au niveau du conseil départemental. Donc ces agents-là, aujourd'hui, il faut leur trouver une solution. Et cette solution, c'est une urgence sociale. Donc j'en appelle à la responsabilité des élus d'amorcer une bonne fois pour toutes un dialogue social pour déclencher la solution et pour avoir un plan de relance du fonctionnement et de la bonne gestion des affaires du conseil départemental. Une réflexion sur le fonctionnement des institutions, vous avez raison. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus débattre sur ce sujet très sensible, visiblement, vu le nombre de personnes qui nous ont fait faux bond pour cette émission. En tout cas, nous, on vous remercie une nouvelle fois de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Kala Wadala.